Chers téléspectateurs de Cherifla Télévision, bonsoir, bienvenue dans ce 18h de l'actualité que nous ouvrons par ces titres que voici. Les pipis de la République ont désormais une nouvelle maison. L'infrastructure a été inaugurée par le président de la transition, à suivre dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé ce dimanche 7 juin la cérémonie inaugurale de la maison des pipis de la République. Cette réalisation, financée par le Fonds de souveraineté du président de la transition, est une promesse tenue en faveur des populations les plus vulnérables, notamment les enfants des militaires et civils tombés au service de la nation. Le reportage est signé par Mamadou Benchel Soumanou. Établie sur une superficie de 2,25 hectares, cette infrastructure moderne est entièrement financée par le Fonds de souveraineté du président de la transition. Elle constitue une réponse concrète à son engagement envers les pipis de la République, en leur offrant un cadre de vie et d'accompagnement adéquat, à la hauteur du sacrifice consenti par leurs parents pour la défense de la nation. Rempli de joie et de gratitude que je me tiens ce matin devant vous à l'occasion de l'inauguration de la maison des pipis. Une réalisation concrète, une promesse tenue du président de la transition. Avant tout propos, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées sous le coup de la barbarie terroriste. Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, avec votre autorisation, je souhaiterais que l'assistance observe une minute de silence en leur mémoire que nous sommes en train de célébrer autrement à travers la mise à disposition de cette infrastructure. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler l'origine de ce projet qui nous réunit ce matin. C'est lors de la journée nationale des pupilles en 2023, célébrée chaque année le 31 octobre dans notre pays, que Madame la directrice de l'ONAPIMA avait formulé cette doléance auprès du président de la transition. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a entendu cet appel et s'est engagé à y répondre. Le 6 février 2024, dans la zone aéroportuaire de Bamako-Sénou, où nous nous trouvons ce matin, il procédait à la pose de la première pierre de cette infrastructure. 2 ans plus tard, nous voici réunis au sein de ce nouveau bâtiment flambant neuf, qui abritera désormais les pupilles de la nation. Je suis comblée. Je suis une femme comblée. Je suis une maman de multitudes d'enfants comblés. Comblée au nom des pupilles, comblée avec les pupilles, comblée avec toute la République du Mali et comblée avec tous ceux qui prennent en charge les pupilles, notamment le général d'armée Assimi Goïta. Une reconnaissance et gratitude pour avoir priorisé ce projet assez fastidieux. Reconnaissance pour avoir été là à tout moment aux côtés des pupilles. Nous souhaitons que notre demeure continue d'être un havre de paix, une maison d'espoir, une maison où va résonner des éclats de rire, des sourires. Au cours de la cérémonie, des clés de véhicules ont été remises à la directrice générale de l'Office national des pipis de la République du Mali, afin de renforcer les capacités opérationnelles de la structure au nom des pipis de la République. La ministre de la Santé et du Développement social a salué cette initiative et exprimé sa profonde gratitude au président de la transition pour son engagement constant en faveur du bien-être des bénéficiaires. À l'occasion de l'inauguration de la Maison des Pupilles, c'est un événement de portée sociale est l'aboutissement d'une promesse d'un homme d'État qui a toujours œuvré pour la cause des plus vulnérables et surtout des enfants. Je veux parler ici de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à qui j'exprime ma profonde gratitude pour son engagement en faveur de la protection et du bien-être des enfants vulnérables du Mali. Une promesse faite le 31 octobre 2023, la première pierre posée le 6 février 2024
et nous voilà réunis ce jour 7 juin 2026 pour l'inauguration. Monsieur le Président, Iyafo Iyake. Je redis encore Iyafo Iyake. Monsieur le Président, Ayafo Ayake les enfants. Merci, Initié. Ce joyau architectural que nous découvrons ensemble est bien plus qu'un bâtiment comme il a été dit ici. C'est un sanctuaire implanté à Bamako sur une superficie de plus de 2 hectares. C'est la promesse, c'est la traduction concrète d'une promesse sacrée, un symbole vivant de la reconnaissance éternelle de la patrie. Le président de la transition a apporté un soutien inestimable aux pupilles à travers la mise à disposition d'importants équipements informatiques destinés à renforcer l'éducation et la formation des pupilles. Il a également doté l'institution d'une logistique roulante significative, comprenant un bus de 70 places flambant neuf, un minibus, ainsi qu'un véhicule pick-up contribuant à l'amélioration des conditions de travail. L'inauguration de la maison des pupilles de la République, suivie de la remise des clés des véhicules, a marqué la conclusion officielle de cette cérémonie. À présent, je vous propose d'écouter le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à l'occasion de l'inauguration de la maison des pupilles de la République. C'est un propos recueilli par Mamadou Benchir Soumanou et Ibrahim Koulibaly. C'est un sentiment de joie et de grande satisfaction qui m'anime après avoir inauguré la maison des pupilles. La concrétisation de cette promesse tenue le 31 octobre 2023 est un devoir de reconnaissance, de justice et d'équité sociale envers celles aussi qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense, mais aussi pour le développement de la patrie. La mise à disposition de ce joyau architectural permettra d'offrir un cadre de vie idéal pour non seulement le suivi, l'éducation et l'épanouissement de nos pupilles. Je voudrais en cela saluer et remercier et surtout féliciter Madame la ministre de la Santé, la directrice de l'UNAPIMA ainsi que l'équipe des œuvres sociales pour leur engagement et surtout leur détermination qui ayant permis la réalisation de ces joyaux architecturaux. Et en retour, je les demande de prendre soin de cette nouvelle infrastructure qui servira de lieu symbolique pour toute la nation malienne. On ne peut pas récompenser tous ceux qui ont consenti le sacrifice ultime, c'est-à-dire donner leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour nos pupilles n'est que le minimum, n'est que une question de justice et surtout d'équité sociale. C'est un devoir moral et c'est un devoir de responsabilité pour tous les Maliens et surtout pour toutes les autorités de la transition. L'actualité sur tout autre plan, l'association Ankabé Mayala, en collaboration avec l'association nationale des jeunes donneurs de sang, a organisé un don de sang ce dimanche 7 juin. L'activité s'est tenue à Bankoni Noumouri Bougou, arrondissement 1 du district de Bamako, en présence de plusieurs participants. Un compte rendu signé par Al-Hamidou Badiri. Unité, solidarité, laïcité, c'est le slogan que l'association Ankabé Mayala, sous le leadership éclairé de son PCA Seïd Badra Aliou Ousmane Aïdara, traduit en actes concrets au quotidien. En témoigne ce don de sang pour sauver des vies, organisé par le comité 1 de Bankoni Bougou. Comme vous le savez, Ankabé Mayala a comme devise unité, solidarité, laïcité. Donc quand nous prenons le côté solidarité, la solidarité, il y a différentes formes. On peut être solidaire en donnant de l'argent à quelqu'un. On peut être solidaire aussi à travers la création des emplois. Mais on peut être solidaire aussi en donnant son sang pour sauver une vie. Donc celui qui donne le sang, il sauve une vie. Donc ça aussi c'est une forme de solidarité. Et c'est aussi l'idée de Badra Aliou Ousmane Aïdara. Donc nous invitons nos militants du Mali et de l'extérieur à faire la même chose comme le comité de Djangnebougou 1. Ce geste de solidarité de l'AKBM, organisé en parfaite collaboration avec l'Association nationale des jeunes donneurs de sang, a enregistré la présence de plusieurs participants et des différents partenaires. Que le SAMU social est une origine nationale. Nous sommes à Bamako depuis 2001. Nous intervenons auprès des enfants et jeunes de la rue qui sont à rupture avec la famille
et qui sont dans la rue. Avec ces enfants, on a développé 2 grands volets. On a un volet médical et un volet psychosocial. Voilà, les enfants qui sont dans la rue, une fois qu'ils sont malades, on les accompagne vers les structures de santé pour une meilleure prise en charge. Donc quand on les accompagne vraiment vers les structures de santé, souvent on a ces problèmes de sang. Donc si vraiment on arrive à mettre en place un partenariat avec l'association des jeunes donneurs du sang du Mali, je pense que ça va nous aider vraiment à les accompagner encore plus. Cette initiative de l'association Ankabe Mayala est appréciée à juste titre par les agents du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Je pense que c'est une très bonne chose. Vous-même, vous connaissez le pays maintenant. On est en guerre. Quand on est en guerre, vraiment, forcément, il y a des pertes de sang. Tout dernièrement, l'attaque du 25. Les militaires, ce qu'ils nous ont demandé comme nombre de poches de sang, ils ont eu tous. Parce que c'est des activités comme ça que nous, on peut avoir quelques stocks au centre. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Et on demande beaucoup de gens vraiment à limiter au moins Ankabe Mayala. Et regardez, par exemple, dans ces derniers temps, au niveau du centre, si quelqu'un qui vient pour chercher du sang maintenant, nous, auparavant, on te dit qu'il faut amener des donneurs pour que tu puisses avoir. Mais maintenant, dans ces derniers temps, tu n'amènes pas de personnes. Tu viens seulement, on te donne le sang. Parce qu'il y a des stocks. Et ces stocks ont été conçus par des activités comme ça, des collectes mobiles, les associations, les entreprises, la mosquée, les universités, tout. Et ils sont en train de donner du sang. Donc je pense qu'on vous remercie pour ça. On vous remercie beaucoup au nom de la direction. On remercie Ankabe Mayala toujours. À noter que cette action a permis de collecter plusieurs poches de sang destinées à soulager les malades dans le besoin. La rédaction s'intéresse aujourd'hui à un sujet pas des moindres. Il s'agit de l'agriculture au Mali, considérée comme le véritable poumon de l'économie, employant près de 80% de la population active et contribue à près de 40% du PIB au pays. La politique de développement agricole au Mali, guidée par la loi d'orientation agricole de 2005, vise à moderniser l'agriculture familiale vers une approche plus productive et commerciale en se concentrant sur la sécurité foncière, l'irrigation, la mécanisation et l'appui aux filières. Aujourd'hui, cette loi est confrontée à des difficultés liées à l'insécurité, au financement et à l'application effective des textes. La rédaction s'est intéressée au sujet. C'est un dossier réalisé par Amadou Kamara. Considéré comme un pilier économique ouest-africain, grâce à un potentiel massif, le secteur emploie près de 80% de la population active et contribue pour environ 40% du PIB. Dispose de plus de 44 millions d'hectares de terres cultivables, alors que moins d'un quart seulement soit exploité. Qui parle de Mali, parle de pays agricole, et qui parle de religion aussi, parle d'agriculture, parce qu'un vrai religieux aussi, c'est un vrai travailleur. Voir comment cultiver, préparer la terre avant les semences, comment avoir bonnes semences et comment produire des engrais bio et laisser un peu les produits chimiques. Et c'est la semence vraiment qui est l'élément très important dans cette agriculture-là. Surtout la semence de blé. Alors, la semence occupe jusqu'à 30 à 40% de la production agricole. Avec le changement climatique, nous avons beaucoup travaillé avec la recherche pour pouvoir sortir des variétés qui sont vraiment adaptées au changement climatique, des variétés qui ont vraiment un bon goût, qui ont un côté nutritif et surtout le rendement aussi qui est très élevé. C'est un pilier économique pour le Mali, mais reste un peu intensive en technologie avec une faible motorisation, bien que des innovations émergentes et aussi l'apparition des intrants agricoles les plus adaptés. Donc la semence représente jusqu'à 30 à 40% dans la réussite de la productivité. Donc c'est pourquoi nous sommes toujours dans la sensibilisation, dans les activités de promotion pour vraiment montrer aux Maliens que les bonnes semences sont vraiment rentables dans la production. Tu as beau avoir des engrais, tu as beau avoir des pesticides, quand tu n'as pas une bonne semence, une semence de qualité, tu ne peux pas bien récolter. C'est pourquoi nous avons rassemblé tous ces intrants en un seul lieu qui est dans nos différentes boutiques d'intrants. La semence, comme tout autre intrant, joue un rôle très important vraiment dans le développement agricole, dans l'amélioration du rendement.
Alors, pour parler vraiment de l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'il y ait une production agricole. Et pour qu'il y ait une production agricole, il faut qu'il y ait des intrants, d'une manière générale. Et pas n'importe quel intrant, mais des intrants de qualité. Il faut les engrais, il faut les produits phytosanitaires. Il faut un panoplie vraiment de tous ces ironies couplées à la semence. Les priorités actuelles incluent l'autosuffisance alimentaire, le renforcement des chaînes de valeur et l'intégration de la nutrition. Sans l'agriculture, avec grand A, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de développement. Autant dire que les formateurs qu'on nous a envoyés sont bien outillés. C'est des experts en la matière. Et l'expertise des populations à travers les mouvements associatifs du Dioula va connaître des développements heureux dans les années à venir. Parce que c'est une première dans la région du Dioula que nous recevons une telle formation. C'est pour rendre les paysans indépendants, de ne pas être toujours dépendants d'ailleurs. Donc pour pouvoir produire les engrais bio à côté de leurs champs, pouvoir produire l'insecticide bio dans leurs champs, pour pouvoir aussi produire les herbicides bio dans leurs champs. De ne plus attendre les produits venant ailleurs pour ne pas être trop dépendant. C'est beau réunir tous les intrants, mais s'il n'y a pas la semence, on ne peut pas parler de production. Et même si on parle de production, il faut qu'il y ait une semence vraiment de qualité. C'est pourquoi nous, à la Sogeva ici, on fait tout pour mettre l'accent vraiment sur la qualité des semences que nous mettons à la disposition vraiment des clients. Non seulement le sol est carrément dégradé, il n'y a pas de fumier. Bon, l'engrais joue beaucoup aussi, mais vraiment, je pense que les paysans doivent vraiment retourner sur l'ancien système, le compost, et faire de la culture bio pour vraiment la santé de la population. La production agricole au Mali est dominée par les céréales, mil, sorgho, riz et maïs, et le coton, avec un potentiel énorme peu exploité. S'appuyant principalement sur l'agriculture pluviale et un important cheptel visant la sécurité alimentaire et les exportations malgré les défis liés aux conditions climatiques et à l'infrastructure. Vous savez, ce pays est un pays à vocation agro-silvopastorale, comme vous l'avez vu. Cette activité occupe 80% de la population. Le Mali est un pays où sur certaines productions agricoles est déjà autosuffisant. Je vais vous parler du mil, du sorgho. Nous n'importons ces choses d'aucun pays. Nous n'importons pas la viande d'un autre pays. Donc, il suffit de mettre l'effort sur les zones dont nous avons besoin d'atteindre l'autosuffisance. Là, je pense notamment au riz, je pense au maïs et à beaucoup d'autres fêtières sur lesquelles moi je suis convaincu qu'avec ces réformes, le Mali atteint la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire. Et là, c'est très important. Parce que l'hivernage, ça ne fait que 3 à 4 mois. Surtout en rapport avec le changement climatique, il faut des semences adaptées. Des semences de qualité adaptée pour qu'au moins les producteurs puissent parvenir à récolter très tôt, à, comment dirais-je, avoir la pluviométrie suffisante, qui correspond au cycle de développement vraiment de la semence qu'il faut choisir. Donc ce qui est très important dans cette production agricole-là, il faut le choix de la semence. Non seulement en fonction du cycle, en fonction du rendement, mais par rapport aussi, au changement climatique. Nous travaillons toujours à ce que ça s'améliore. La journée paysanne était une journée où le président offrait un déjeuner au monde agricole et on discutait de beaucoup de choses. Ça avait ses avantages, ça avait beaucoup d'avantages. Mais le fait qu'il n'y a pas de journée paysanne ne veut pas dire que les agriculteurs ne se rencontrent pas et ne discutent pas. Vous savez, vous avez l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui s'appuie sur les chambres régionales d'agriculture. Chaque chambre régionale existe. Vous avez les délégations communales des chambres d'agriculture. Vous avez comment on va dire ça, même dans les villages du Mali, il y a 4 représentants des chambres d'agriculture. C'est vrai que nous n'avons, compte tenu de tous les problèmes que nous avons connus, nous n'avons pas pu faire des journées paysannes, nous le regrettons. On ne peut pas tout réussir à tout le monde.
Mais ce n'est pas fondamentalement ce qui empêche que nous voyons, nous parlons, nous avons des programmes et nous essayons de faire évoluer ces choses. Rappelons que l'agriculture malienne est un secteur vital dominé par les petites exploitations familiales peu mécanisées avec des cultures de rente comme le coton et des céréales de base qui occupent la majorité des terres cultivées. Mais elle est fortement confrontée aux défis climatiques, sécheresse, inondations et la dégradation des sols, malgré un fort potentiel hydrique foncier. Cette agriculture, aujourd'hui, est le poumon de l'économie du pays. À présent, Moussa Fomba nous commente l'essentiel du reste de l'actualité en bref et en images. Le gouvernement nigérien avance dans le processus de normalisation de ses relations avec le Bénin. Le vendredi 5 juin 2026, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeyn a procédé à l'installation officielle d'un comité chargé d'étudier, dans un délai de 15 jours, les conditions de la réouverture de la frontière entre les deux pays fermée depuis juillet 2023. Cette décision intervient quelques jours après la visite officielle du président béninois Romial Wadani au Niger. À l'issue de leurs échanges, les présidents Romial Wadani et Abdraman Tiani ont affiché leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et de lever les obstacles qui entravent les relations entre les deux pays. Parmi les dossiers prioritaires figure la réouverture de la frontière terrestre, fermée depuis le 30 juillet 2023 après le coup d'État du 26 juillet intervenu au Niger. Les deux dirigeants se sont engagés à œuvrer à un réchauffement des relations et à favoriser un climat de confiance propice à la relance des échanges économiques et humains. La fermeture de cette frontière a eu des répercussions importantes sur les activités commerciales et le mouvement des populations des deux côtés. Malgré la reprise du chargement du pétrole nigérien via le port de Sémekbouji en 2024, les restrictions frontalières sont demeurées en vigueur. Pour le Niger, pays enclavé, l'accès au Bénin reste stratégique. Le corridor vers Cotonou et le terminal de Sémekbouji constituent l'une des routes les plus importantes pour les importations, les transporteurs, les commerçants et l'exportation du pétrole brut. La fermeture a également pesé sur les activités portuaires du Bénin, affectant les recettes et les économies frontalières, notamment autour de Malanville et Gaïa. En République démocratique du Congo, l'appel de l'opposition à une journée ville morte, mercredi 3 juin, a donné des résultats contrastés. Kinshasa a tourné au ralenti, tandis que plusieurs grandes villes du pays ont poursuivi leurs activités presque normalement. La coalition Article 64 y voit malgré tout la première étape d'une série d'actions contre le projet de révision constitutionnelle. À Kinshasa, le mot d'ordre a été visiblement suivi. La capitale, habituellement saturée par les embouteillages, a connu une matinée inhabituellement calme. Axe plus fluide, certaines écoles fermées, commerces baissés dans plusieurs quartiers. Radio Okapi a fait état d'une circulation timide sous la surveillance de dispositifs policiers renforcés au point stratégique. En province, le bilan apparaît beaucoup plus contrasté. À Kikwit, Kananga, Kindu, Bunia, Lumumbashi ou Matadi, l'activité a suivi son cours normal. Mbandaka a repris vie progressivement tandis que Beni a connu une fermeture partielle de ses commerces, notamment dans le quartier de Matongé. Cette géographie inégale permet à chaque camp d'imposer sa lecture. L'opposition salue une adhésion citoyenne significative quand la majorité minimise un mouvement qu'elle présente comme marginal. Pour la C64, portée par des figures comme Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Delis Essanga, cette journée n'est que le début d'une série d'actions destinées à défendre la Constitution du 18 février 2006. Dans leur communiqué, les opposants affirment que cette mobilisation traduit le rejet populaire du projet présidentiel et annonçait un bilan détaillé le jeudi. Des cadres de l'UDPS, parti présidentiel, réfutent l'idée d'un pays paralysé et accusent l'opposition d'avoir entretenu un climat de peur pour dissuader les habitants de sortir. Le Pentagone aurait relevé le niveau de menace de contre-espionnage lié à Israël au niveau critique. Des responsables américains craignent des efforts accrus pour obtenir des informations sur la discussion avec l'Iran. Israël dément ces accusations, mais l'affaire révèle des tensions inhabituelles entre deux alliés historiques. Pendant des décennies,
La relation entre Washington et Israël a souvent été présentée comme l'une des plus solides alliances stratégiques des États-Unis. Pourtant, des révélations publiées ces derniers jours suggèrent qu'en coulisses, la méfiance entre les deux partenaires pourrait atteindre un niveau rarement affiché publiquement. Selon plusieurs médias américains, citant des responsables actuels et anciens, le Pentagone aurait relevé l'évaluation interne de contre-espionnage concernant Israël au niveau critique, soit son échelle maximale d'alerte. Cette décision aurait été prise par les autorités américaines dans un contexte de tensions croissantes entre Trump et le gouvernement israélien autour de la stratégie régionale, notamment sur l'Iran. D'après ces informations, les services américains craignent une intensification des efforts israéliens pour obtenir des renseignements sur les discussions internes de Washington concernant les guerres au Moyen-Orient et les négociations avec Téhéran. Les responsables américains affirment que plusieurs hauts responsables auraient fait l'objet de tentatives de collecte d'informations ou de surveillance, notamment des personnalités impliquées dans la discussion diplomatique. Le caractère sensible du dossier tient surtout au moment choisi. Depuis plusieurs semaines, en effet, l'administration américaine cherche officiellement à maintenir une voie diplomatique avec l'Iran, malgré les affrontements récents et le cessez-le-feu fragile. Dans le même temps, Israël défend une ligne plus offensive et pousse Washington à conserver une pression maximale sur Téhéran, selon plusieurs médias américains. Pour certains observateurs à Washington, ce qui surprend n'est pas tant l'existence d'activités de renseignement, y compris entre alliés, mais l'ampleur des inquiétudes exprimées en interne. Plusieurs responsables interrogés estiment que les pratiques observées dépasseraient ce qui est habituellement toléré dans les relations entre partenaires stratégiques. Israël a rejeté catégoriquement ces accusations et son ambassade aux États-Unis affirme ne mener aucune opération de renseignement contre des responsables américains. La Maison-Blanche a également contesté publiquement certaines informations publiées dans la presse. Cette affaire ravive toutefois un sujet ancien dans les relations bilatérales. Jusqu'où peut aller la coopération stratégique lorsque la confiance dans le partage d'informations commence à s'éroder? Washington étudie la possibilité d'utiliser des avoirs iraniens gelés pour aider des alliés du Golfe. Téhéran conditionne au contraire tout accord au déblocage d'une partie de ses fonds. Cette initiative pourrait compliquer davantage des négociations déjà fragiles entre les deux pays, alors que Washington et Téhéran restent engagés dans de fragiles discussions autour d'une désescalade régionale. Une information révélée par Reuters ouvre un nouveau front politique. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, étudierait la possibilité de réorienter une partie des avoirs iraniens gelés afin de financer la reconstruction et la réparation des dommages subis par les alliés des États-Unis dans le Golfe. Selon des sources citées par Reuters, le Trésor américain aurait demandé une évaluation des dégâts enregistrés dans les pays partenaires de Washington afin d'examiner si des fonds iraniens immobilisés à l'étranger pourraient être utilisés au profit de ces États. D'autres médias américains ont rapporté que l'administration entendait utiliser tous les outils disponibles pour soutenir ses partenaires régionaux. Cette perspective intervient dans un contexte particulièrement sensible. Quelques heures auparavant, Mohsen Rezaï, conseiller du guide suprême iranien, avait affirmé que toute avancée vers un accord durable dépendait du déblocage d'au moins 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens. Selon lui, ce geste constituerait un test politique de confiance entre Téhéran et Washington. L'idée américaine apparaît donc comme un signal potentiellement contradictoire. D'un côté, maintenir un canal de négociation, de l'autre, envisager que des fonds revendiqués par l'Iran puissent être affectés à d'autres objectifs régionaux. Depuis la révolution iranienne de 1979, une partie importante des actifs financiers iraniens reste bloquée sous l'effet des sanctions américaines et des restrictions internationales. Aucun chiffre officiel n'existe, mais plusieurs estimations avancent un total compris entre 100 à 123 milliards de dollars répartis entre différents pays. La question est d'autant plus sensible qu'un précédent existe déjà. En 2023, un accord négocié par le Qatar avait permis le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens depuis la Corée du Sud vers un mécanisme contrôlé avant que le processus ne soit suspendu après les événements du 7 octobre. Dans ce contexte, l'idée de mobiliser des avoirs iraniens pour indemniser des partenaires du Golfe pourrait être perçue par Téhéran comme un durcissement de la position américaine au moment même où les négociations cherchent officiellement à réduire les tensions. Reste à savoir s'il s'agit d'un levier de pression dans les discussions ou d'une orientation appelée à devenir une politique concrète. Ainsi s'achève ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.